Bonjour, je m'appelle Alexandre Fricker, je travaille pour Stellantis depuis bientôt 30 ans et j'utilise la solution Elasticsearch depuis plus d'une dizaine d'années, 11 ans maintenant. Ce que je vais vous présenter, c'est l'usage qu'on en fait maintenant, qu'on appelle Data Lake for Ops, et on va voir comment d'un POC on est arrivé jusque-là. Donc on a commencé en 2014, un peu même avant, en septembre 2013, on m'a demandé, il y a un petit outil qu'on utilise pour gérer les logs multilangues sur nos chaînes de production. Est-ce que tu peux voir ce qu'on peut en faire, si on ne peut pas faire quelque chose d'un peu plus intéressant que ce composant qui était embedded dans l'application? Après un premier POC, démonstrateur, il est décidé de le généraliser. Et en 2014, donc on a commencé et on arrive fin 2016 à peu près une centaine d'applications monitorées par Elasticsearch. Et donc les trois premiers usages qui en ont été faits, c'est d'abord la centralisation des logs, car quand on veut monitorer une application type PLM, c'est entre 200 et 300 serveurs, c'est 10 couches logicielles, une vingtaine de formats de logs, et sans cela, ils ont 2000 fichiers à ouvrir à chaque fois qu'il y a une crise. Donc mission impossible, avec ça, ils ont un point focal, et ça permet de traiter. Deuxième usage, ça va être plutôt pour les sites web des marques à l'époque Peugeot, Citroën et DS, mesurer la qualité de service, c'est-à-dire les temps de réponse des sites web Apache pour les internautes. On a commencé avec quelque chose de pas terrible, à peu près 20 secondes par composant de la page, et en 6 mois, on est arrivé à plutôt 200 millisecondes. Quelque chose de très efficace qui a permis de monter en puissance et d'aller vers quelque chose de professionnel et sur lequel l'internaute il continue de naviguer et il peut faire des achats en ligne. Et le dernier usage, c'était pour les applications critiques. Ça, c'est un usage demandé par la haute hiérarchie. Les serveurs les plus sensibles mettent de la métrologie dite temps réel. Car avant cela, à Stellantis, la métrologie, c'était une agrégation de 10 minutes et le lendemain. Là, on est passé à la minute et quelques secondes après. Donc du temps réel. Donc pour des serveurs critiques, être capable de réagir et de les monitorer correctement. Donc ça, c'est l'étape que j'appelle Datalog. C'était les 3 premières années d'usage de cette application. Ensuite, on a enrichi. La métrologie qui avait été demandée pour les machines critiques, on l'a généralisée. Ensuite, on a rajouté le contexte, c'est-à-dire tout ce qui est ticket, incident, changement, problème, call, reçu par le call center. Le fait de collecter via le plugin JDBC des données dans les applications pour retirer des informations, on va dire métiers, qui correspondent à la charge générée par le métier sur ces serveurs, plus le fait de dire on ne voit pas juste une application, on voit aussi les applications qui sont autour, parce que potentiellement, le problème, il n'est pas directement lié à l'application qu'on aide à monitorer, mais c'est les applications connexes qui ont des problèmes de communication ou qui ont déjà eu des problèmes en amont qui génèrent un problème dessous. Donc là, c'est un peu une vision 360 autour de l'application, et c'est le côté que j'appelle Data Hub. 2019, donc juste avant le Covid, 2019-2020, qu'est-ce qu'on a rajouté? On leur a rajouté de l'alerting, d'abord avec du Watcher pur, pour définir en fonction d'un certain nombre de contextes des alertes, mais on a aussi rajouté le machine learning, qui nous a permis donc d'analyser toutes les grandeurs numériques et de voir quel est leur comportement et savoir quel est le bon comportement à 10 heures le matin, savoir si, quand on n'a que 300 internautes, si la norme c'est 500, ça veut dire qu'on a une baisse de trafic qui est peut-être liée à un problème réseau. Si on est plutôt à 1000 ou 1500, ça veut dire que peut-être qu'on a un très fort succès. Alors ce fort succès, c'est peut-être un DDoS qui est en train de démarrer, mais c'est peut-être la conséquence d'une campagne de pub qui a démarré le week-end et qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent sur ces serveurs. Et dans ce cas-là, il faut réagir pour que le système réponde. Donc là, c'est le machine learning, mais derrière le machine learning, on peut encore faire de l'alerting directement. Donc ça, c'est la partie 2019-2020, avec en même temps le fait de démarrer une phase de formation des utilisateurs. Parce qu'avec plusieurs centaines d'applications monitorées, on ne peut pas créer les dashboards pour tout le monde. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai commencé à mettre en place, en concurrence avec Elastic, des, on va dire, formations de démarrage pour mes utilisateurs, de façon à les rendre capables de créer des dashboards dans Kibana, des visus, des dashboards, mais aussi modifier celles qu'on leur donne,
et donc faire que 3 mois après, on ne reconnaisse pas forcément ce qu'on leur a livré, mais l'objectif étant qu'ils soient autonomes et que nous, on se concentre sur la transformation de la donnée, la mise à disposition de la donnée et la mise à disposition d'une infrastructure stable et durable. Voilà. Autre formation qu'on donnait derrière, c'est aussi pour le machine learning, pour rendre plus compréhensibles les alertes générées par le machine learning, mais ensuite les rendre capables de créer leur propre job de façon à suivre les métriques qui leur sont pertinentes. Donc là, c'est la couche que j'appelle data intelligence. Et aussi, le machine learning, j'oubliais, apporte aussi le forecasting, même si pour l'instant, on a fait des démonstrateurs, mais je n'ai pas d'exemple en production qui l'utilisent. Pendant et après le Covid, qu'est-ce qu'on a rajouté? C'est le fait de dire, un dashboard, c'est bien, mais 10 visus, 20 visus, 30 visus dans un même dashboard, on commence à faire trop compliqué. Trop compliqué, ça a des effets secondaires, la page peut être potentiellement longue à charger, mais aussi on perturbe le message. Donc moi, ce que je dis, ce qu'il faut, c'est viser la simplicité. Essayer de rester toujours simple. Et je trouve qu'un outil comme Canvas, par deux côtés, deux approches différentes, peut rendre cette communication plus lisible. D'un, on est plus libre au niveau du positionnement des objets. Il y a des objets complémentaires, comme des images qu'on peut révéler. Mais aussi, on peut appliquer la charte graphique de l'entreprise, donc faire du pseudo-PowerPoint, dans lequel les datas de reporting hebdo ou mensuel sont toujours à jour. Donc un gain de temps humain pour chacune des équipes et faire que le reporting, au lieu d'être fait sur un PowerPoint dans lequel on va copier les données, il est fait via un Canvas qui respecte la charte et sur lequel on a juste potentiellement à remettre à jour, on va dire des commentaires qu'on va rajouter dessus, mais dans lequel le message il est stable et fixe au fil du temps. Ça, c'est 3 exemples. Je n'ai pas voulu mettre ceux qu'on utilise. Et un dernier exemple qu'on utilise, nous, de Canvas, et qui est en grosse progression, c'est de faire des tableaux de pilotage d'usine. Donc là, on est plutôt en synoptique d'usine, où là, on est sur de la donnée en temps réel. Là, on n'est pas du tout sur des logs. C'est des interrogations SQL dans une base de données qui présentent d'une certaine manière les dashboards avec des mises en couleur rouge ou verte en fonction du statut qui est bon. Typiquement, ça permet sur Sochaux de piloter les AGV, donc les robots automatiques dans l'usine, et gérer la façon dont ils sont alimentés à partir des pièces à l'origine de la chaîne. Voilà. Et là, pour l'instant, j'en ai 2 en production. Un 3e va partir vers Kenitra avant le mois de mai cette année. Donc là, c'est l'introduction, on va dire, on quitte le domaine du log processing pour aller faire quelque chose de plus, qui est le pilotage en réel de la vie courante en usine. Dernière phase, ça c'est les 2 dernières années, dernière phase entamée, c'est ce que j'appelle le côté data UX, parce qu'au départ j'appelais ça observability, puis observability, les gens ont mis aussi les logs et la métrologie dedans, donc de façon à splitter ce message-là, que je trouve complètement perturbé aujourd'hui, je préfère parler de data UX, data user experience, parce que là on est vraiment sur l'expérience de l'utilisateur, en ayant la partie APM, donc les performances de l'application liées à l'incorporation d'une librairie Java qui va permettre de collecter l'interne de l'applicatif. En 2, le Real User Monitoring, qui est là plutôt l'exploitation du cache Java sur le navigateur. Et en dernier, le Synthetic Monitoring pour pouvoir jouer des jeux de tests sur une application, ou mieux encore, cette partie-là, on ne l'a pas encore fait, c'est utiliser dans la partie CI/CD de développement GitHub, mesurer l'impact d'une modification sur l'applicatif et sur le retour d'expérience utilisateur. Donc ça, c'est des choses qui nous paraissent très importantes. Aujourd'hui, on a équipé complètement la chaîne véhicules connectés par la partie APM. Donc là, c'est une business unit complète sur laquelle tous les développements ont été équipés. Et maintenant, ce qu'on est en train de démarrer, donc depuis juillet 2024, je le positionne en 2025 parce que c'est là qu'on va passer plus en prod, on a commencé à tester les premiers usages de la partie GenAI rendue possible par Elastic. Et la partie que j'utilise depuis le mois de juillet, c'est déjà, j'ai incorporé toutes mes docs d'industrialisation et de déploiement
qui sont ingérés et sur lesquels mon équipe vie courante peut poser des requêtes et au lieu d'aller chercher quel est le bon document dans notre système de gestion documentaire, ils ont directement la réponse. Et non seulement ils ont la réponse, mais ils ont la réponse dans leur langue native. C'est-à-dire que mes documents, je gérais le bilingue en faisant du français et de l'anglais, mais maintenant ces documents peuvent être consultés en allemand, en espagnol ou par l'équipe marocaine en arabe directement sans avoir besoin de passer par une traduction. Donc ça, c'est un apport, sans parler du côté résolution de problèmes ou de questions très importantes qui seraient possibles avec le GNI. On est juste là sur de la traduction documentaire à la volée et on a mis un chemin d'acquisition, ce qui fait qu'on a un répertoire dans Teams sur lequel, dès qu'on met un document dedans, dans l'heure qui suit, il est ingéré, ce qui permet d'avoir tout le temps la documentation à jour, sans avoir besoin de prendre un feedback en disant on fait un batch tous les vendredis à telle heure, etc. Donc toutes les heures, c'est ingéré, et vu qu'il y a peu d'évolution heure par heure, ça permet d'avoir une stack documentaire qui est complètement ingérée. Voilà. Et bon, là ensuite, l'étape suivante, prévue pour les prochaines semaines, c'est le module OpenAI comme action des rules, donc en sortie de machine learning, voir qu'est-ce que fait et jusqu'où on peut aller. Mon idée personnelle, ça serait de dire, en plus des docs là, de vie courante, on rajoute ce qu'on appelle, nous, les GOP ou les FICA, les fiches alarmes, donc tout ce qui permet aux gens qui gèrent les anomalies d'avoir cette base documentaire, l'analyse qui est faite par le machine learning, et mon objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on arrive à croiser. Qu'est-ce que le système va être capable de faire? Aujourd'hui, je ne promets rien, je dis juste que c'est quelque chose qu'il faut qu'on teste. Très bien. Donc là, ça construit les différentes étapes pour donner un discours assez propre. Là, c'est plus la partie commerciale, parce que je fais des présentations, je me suis présenté très rapidement, mais mon rôle au sein de Stellantis, je suis à la fois le responsable de l'équipe Log Processing, je suis à la fois la personne qui fait l'évangéliste, qui va présenter aux différentes business units ce qu'on est capable de faire. Je fais en même temps les formations, je fais l'industrialisation, et donc je présente les outils et j'essaie de faire que ça soit utile. Et notre démarche, en 11 ans, elle a complètement changé. Les 3 premières années, on allait faire de l'évangélisme auprès des différentes business units en leur disant « voilà ce qu'on sait faire ». De préférence, je prenais un use case qu'on avait déjà réalisé pour cette business unit, comme ça leur parle mieux, et on leur montre, de manière générale, voilà ce qu'on a fait pour une application, voilà ce qu'on pourrait faire pour une centaine d'applications. Au bout de 4-5 ans, on va dire le succès était tel qu'on n'arrivait pas à suivre, donc on s'est limité aux gens qui venaient nous voir, et depuis 2020, ma démarche est inverse. Je prends plutôt le rapport d'anomalie des équipes opèrent quotidien, et j'identifie, au bout d'une semaine ou deux, quelles sont les applications qu'on voit le plus souvent, en leur disant vous avez des problèmes, en appliquant nos outils, on peut peut-être vous aider à les résoudre, ou du moins à diminuer l'impact de vos problèmes. Voilà. Donc là, c'est la démarche qui a complètement changé. Et depuis 2024, la démarche est allée encore plus loin, c'est sur une phase, on va dire, généralisation. Je consulte directement les inventaires dans notre CMSDB interne et je récupère par là la liste des serveurs, la liste des équipements réseau et je déploie en automatique la surveillance de ces serveurs, la surveillance des équipements réseau, la collecte des log systems et des métriques de base, et j'ai un jeu d'une 60aine de job machine learning que j'applique sur chaque business unit de façon à les équiper du prêt-à-porter, on va dire, prêt à consommer, de façon à dire, on vous met le par défaut. Ensuite, s'il faut, on va aller plus en détail sur certains use cases particuliers, mais ça permet au moins de vous protéger en disant, on surveille vos serveurs, vos équipements réseau, vos applications, toutes les URL sont surveillées, de façon à mesurer la latence, dire quand elle commence à dériver, parce que si vous avez une latence de 40 millisecondes qui est passée à 200, le service est toujours rendu. Mais derrière, les applications dialoguent moins bien les unes avec les autres. L'utilisateur sur Internet va avoir des problèmes et c'est là qu'on commence à avoir des soucis. Donc l'idée, c'est de les prévenir avant, quand c'est déjà en train de générer, avant que le service soit coupé. Et en ayant mis du machine learning dès le départ, même si au départ on n'a que 20 applications, le fait qu'on passe d'une surveillance de 20 à 50 ou 100 applications, je n'ai pas un seul job machine learning à rajouter.
c'est le même job qui va traiter, donc il les prend au fil de l'eau en toute transparence. Et du fait que les jobs sont normalisés, ça permet de les expliquer plus facilement aux utilisateurs. Et là, l'étape qui me reste à faire, c'est leur donner un peu une gamme parce que les jobs par défaut que je fais, il y en a toujours 3. Un qui est sur la valeur globale, la moyenne. Hein, l'idée, c'est on analyse le banc de poissons dans son ensemble. 2, c'est une analyse multimétrique, où là, on est plutôt à dire, on va suivre dans le banc de poissons l'itinéraire et les mouvements de chacun des poissons, pris individuellement. Et là, on a un job machine learning global, mais qui va traiter toutes les applications ou tous les serveurs en même temps. Et le 3e job, c'est une analyse de population pour voir si, par rapport à ce banc de poissons, il n'y a pas certaines applications qui ont un comportement qui diffère ou qui, plutôt, se met à différer. Parce que l'intérêt du machine learning, c'est de réagir non pas sur un statut, là je ne fais pas de la classification, mais sur le fait que quelque chose qui se déplaçait comme le groupe, tout à coup se met à diverger. Donc là, il y a un problème. Et par contre, si le problème est sur la valeur moyenne, c'est que l'impact, il n'est pas sur l'application. Il est sur l'infra, il est quelque part. Potentiellement, ça veut dire qu'il y a un data center sur lequel on a des problèmes réseau, ce qui fait qu'on a la latence qui tout à coup se met à augmenter. Et dans ce cas, tout le monde est impacté. Et le fait que ces jobs soient systématiquement définis comme ça, on a une démarche qui est assez simple à mettre en œuvre, assez simple à déployer. Et de cette manière-là, actuellement, j'ai déployé la partie bancaire, la partie pièces de rechange est en cours, et la partie manufacturing aussi est en cours, et la partie logistique interusine est aussi en cours de déploiement. Voilà. Donc là on va repasser au discours, on va dire commercial. Datadog, c'est en français, les logs, c'est pas juste quelque chose qui encombre nos disques, hein, c'est not only junk. Data Hub, c'est l'application n'est pas seule, il y a un contexte autour. Data Intelligence, contrairement à ce que des gens disent, on n'est pas dans un système chaotique. Pour moi, il y a des patterns qui se recouvrent, oui. Plus il y a de patterns qui se recouvrent, plus on a une impression de chaos, mais il n'y a rien de chaotique. Donc le fait d'avoir du machine learning va permettre de sortir les patterns pour les comprendre et donc prendre des actions préventives. Data synoptique, il faut rester simple dans la communication, sinon les chefs sont perdus et sinon même les équipes vie courante sont perdues. Donnez-leur, c'est le principe d'évolution. Hein. Vous regardez un cockpit de Concorde, il y avait 200 indicateurs. Vous prenez un cockpit de Crew Dragon aujourd'hui, vous avez un écran avec très peu d'indicateurs. Voilà, donc l'idée, c'est rester simple. Data UX, monitorer l'expérience utilisateur pour savoir ce que l'utilisateur ressent réellement. Pas juste ce que nous, on voit dans l'infra, parce que ce que nous, on voit dans l'infra, ça ne prend pas en compte ce qui est en extérieur. Voilà. Et Data AI, on va essayer, hein, c'est communiquer, essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Et Data Lake for Operations, c'est vraiment, je vise ce que nous, on appelle les PGA en interne dans notre entreprise, donc les responsables d'application, ou même les équipes Indus, parce qu'eux peuvent voir potentiellement ce qui a corrigé en amont pour que la vie courante se passe mieux, de façon à ce que la vie courante de tous ces gens-là, donc au niveau infrastructure, soit plus simple. Donc là, c'est juste un rappel. On collecte donc les métriques, les logs, la surveillance, hein, par ping ou grâce à Orbit. On met systématiquement du machine learning, de l'alerting, connexion à la CMSDB, vision des tickets et aussi, chose dont je n'ai pas parlé, pour mesurer l'utilisation des outils qu'on met à disposition, on y a mis en place de l'auditing Kibana, de façon à savoir qui utilise quel dashboard à quel moment, de façon à vérifier potentiellement si des dashboards ne servent pas. Là, il faut se poser une question, est-ce qu'il faut plus de formation, plus de communication, ou est-ce que réellement il y a un défaut dedans qui fait que les gens ne veulent pas l'utiliser? Et les besoins émergents, c'est la dernière slide, c'est la généralisation d'écrans pour les chaînes de production au niveau des usines, et 2, là on a une demande, c'est arrivé en janvier, donc c'est quelque chose, on va se mettre dessus, sur la remise en cause de la gestion documentaire historique qu'on avait depuis plus d'une vingtaine d'années, et l'idée c'est de faire ça avec du vector search, probablement avec de l'élastique. Et donc là, il faut qu'on voit comment, là je mettais plus de 100 Tera, mais en prenant PSA, FCA, Chrysler, on est peut-être plus à 200 Tera de données à ingérer, à traiter, à gérer les droits d'accès et à essayer d'avoir un chatbot qui permet de les interroger pour avoir un retour plus rapide. Merci à tous.